précharge, je disais que c'était le volume télédiastolique du ventricule gauche, vous l'avez compris, ou du ventricule droit quand il s'agit du ventricule droit. Cette précharge, on l'évalue généralement avec l'échographie Doppler. On fait une échographie cardiaque en Doppler et on mesure le volume. Cette précharge, elle peut être évaluée par les pressions de remplissage à condition que le cœur soit sain. Si le volume est plein, ben forcément qu'il y aura une pression. Cette pression va se répercuter en amont. En amont du ventricule gauche, nous avons la circulation pulmonaire. En amont du ventricule droit, nous avons la circulation veineuse. Et on apprécie la qualité de remplissage du ventricule droit quand on met un cathéter qu'on appellera central, n'est-ce pas? Et qu'on mesure la pression veineuse centrale. Mais ceci n'est valable que si le cœur est sain. Parce que imaginez que le cœur soit hypertrophié, comme ce que j'ai décrit tout à l'heure. Le cœur hypertrophié voit sa compliance s'abaisser. Ce qui veut dire que pour de petits volumes, la pression va être très élevée. Donc si vous mettez un cathéter central et que vous mesurez la PVC sur un cœur hypertrophique, eh bien, la PVC va être élevée alors même que le cœur n'est pas plein. Donc la précharge du ventricule gauche ne peut être évaluée et appréciée par les pressions de remplissage que si le cœur n'est pas malade. Les pressions de remplissage, c'est quoi? C'est en gros la pression dans le ventricule gauche quand il est plein. On ne va pas aller dans le ventricule gauche mettre un cathéter pour mesurer la pression. Donc on l'évalue de façon indirecte par la mesure de la pression capillaire pulmonaire ou la pression de l'artère pulmonaire bloquée. La précharge du ventricule droit ou la pression de remplissage du ventricule droit, on la mesure plus facilement parce qu'il est plus facile de mettre un cathéter dans le ventricule droit. Il suffit de prendre une gigulaire, d'envoyer le cathéter jusqu'au ventricule droit. Mais on ne fait pas ça comme ça. On se contente de mettre un cathéter dans une veine centrale, c'est-à-dire dans une veine. Quand on dit PVC, pression veineuse centrale, c'est la pression qui règne dans les gros vaisseaux du thorax. Il suffit que le cathéter soit dans un vaisseau veineux du thorax. On mesure la pression par la colonne d'eau, par un capteur, et on dit que la pression veineuse centrale est de 4 cm d'eau, 500 cm d'eau, ce qui est la valeur normale. C'est entre 0 mettons, et 8 cm d'eau. Donc quand elle est normale, ça veut dire que le cœur est plein. Quand elle est basse, ça veut dire que le cœur est vide. Cette précharge dépend de quoi? Elle dépend de la volumétrie, dépend de la quantité en quelque sorte de liquide ou de sang que nous avons dans l'organisme. Elle dépend du retour veineux. Il faut que le sang arrive suffisamment de la périphérie vers le ventricule gauche, et le ventricule droit après dans le ventricule gauche, pour que la précharge soit bonne. Et le retour veineux, lui, il dépend de quoi? Il dépend d'un gradient de pression. Pour que le sang arrive des veines vers le centre, il faut que la pression dans les veines soit plus importante que la pression dans le ventricule. C'est le gradient, pression veineuse périphérique, pression veineuse centrale. Et elle dépend, cette précharge, de la compliance ventriculaire. Je vous ai dit que si le ventricule n'est pas compliant, il ne va pas s'ouvrir. C'est un peu comme le ballon de baudruche, le ballon de Farah. Les ballons de baudruche qui ont une très bonne compliance. Il suffit que vous y souffliez très peu pour que ça gonfle. On dira que ce ballon de baudruche a une très bonne compliance. Mais si le ballon de baudruche est rigide, parce qu'il est fait d'une matière pas très bonne, eh bien vous avez beau souffler, ça ne gonfle pas. On dira que ce ballon a une très mauvaise compliance. Et cette compliance, c'est delta V sur delta P, c'est-à-dire la différence de volume que va générer une différence de pression et vice-versa. La post-charge, voici la loi de Laplace. P fois R sur H, P c'est la pression artérielle, qui elle-même dépend des résistances artérielles systémiques. Donc plus les résistances sont élevées, plus la pression artérielle est élevée. Quand vous mesurez la pression artérielle,
vous mesurez la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. La pression artérielle systolique, elle dépend de quoi? Elle dépend de l'éjection du ventricule. Et la pression artérielle diastolique, elle dépend de quoi, à votre avis? Pourquoi? Normalement, en télédiastole, on doit avoir zéro pression, puisque le cœur a déjà éjecté. Mais pourquoi est-ce qu'on a encore de la pression artérielle en diastole? Parce que les vaisseaux ont un tonus. Donc si le tonus des vaisseaux est très bas, autrement dit, s'il y a une vasodilatation au niveau des artères, la pression artérielle va baisser. Par contre, si le tonus est très important, ben la pression artérielle diastolique va augmenter. Et si la pression artérielle diastolique augmente alors que la pression systolique reste la même, on aura ce qu'on appelle un pincement de la différentielle. La différentielle, c'est la différence entre les deux. Et donc, à chaque fois que vous avez un pincement de la différentielle, vous dites vasoconstriction artérielle. On verra ça tout à l'heure dans les mécanismes compensateurs. Les résistances. Je vous ai dit que la pression artérielle dépend des résistances artérielles systémiques. Ben, les résistances, au niveau des artères, ils obéissent à la loi de Poiseuil, que vous connaissez certainement. Bien. La loi de Poiseuil, c'est celle-ci. 8 mu fois grand L sur R à la puissance 4. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi L? C'est la longueur d'un tuyau, autrement dit la longueur d'une artère. Mu, c'est quoi? D'accord? R, c'est le rayon. Alors, rayon à la puissance 4. Donc, à partir de cette loi de Poiseuil, on comprend que les résistances vont dépendre essentiellement du rayon, parce qu'il est à la puissance 4. Donc, les résistances sont inversement proportionnelles au rayon à la puissance 4. Donc, plus les vaisseaux sont serrés, et plus il y aura de la résistance. Ça dépend aussi de la longueur, forcément. Donc, quand vous avez un tuyau très long, ben, la résistance à l'écoulement du fluide dans ce tuyau va être plus élevée, d'autant plus élevée que le tuyau est long. Raison pour laquelle, quand on fait du remplissage ventriculaire, du remplissage vasculaire, le remplissage, c'est le principal traitement des états de choc. On remplit avec du sérum salé, avec des macromolécules, etc. Et, en tout cas, je vous le dirai certainement, donc je vous ferai le cours sur les états de choc en réanimation, je vous dirai que quand on veut remplir quelqu'un, il vaut mieux prendre une voie veineuse périphérique avec un petit cathéter, ici par exemple ou là, qu'avec un cathéter central 2 ou 3 ou 4 fois plus lent, parce qu'on remplit plus facilement et plus abondamment quand on a affaire à un petit cathéter. Alors les résistances artérielles systémiques, comment est-ce qu'on les mesure? Quand vous prenez un tuyau et vous voulez mesurer les résistances dans ce tuyau, vous prenez la pression en aval, vous prenez la pression en amont, vous faites la différence et vous multipliez ça par le débit, vous le divisez par le débit. Donc, les résistances systémiques, c'est des résistances de tout le système artériel. Et vous comprendrez, par rapport justement à la longueur et par rapport au rayon, que ce qui génère le plus de résistance, c'est les petites artères, c'est les capillaires et les artérioles. Parce que les capillaires, on en a des kilomètres et des kilomètres. Les grandes artères, on n'en a que très peu, en termes de longueur et en termes de diamètre. Donc, les résistances systémiques, c'est la pression artérielle moyenne, c'est-à-dire la pression de sortie, moins la pression au niveau de l'oreillette droite, qui est la pression d'entrée, donc la différence entre la sortie et l'entrée, divisé par l'index cardiaque, par le flux, et ça vous donne 900 à 1400 DIN, c'est l'unité de mesure, par seconde, par centimètre moins 5. Les résistances pulmonaires, là c'est juste au niveau
de la circulation pulmonaire. PAP, ça veut dire pression artérielle pulmonaire, moins PCP, ça veut dire pression capillaire pulmonaire. La même chose sur l'index cardiaque, parce que le débit pulmonaire est exactement égal au débit cardiaque. Tout le sang que nous avons qui circule, circule dans les poumons, de la même façon et avec le même débit. Et ça vous fait très peu. C'est pour cela qu'on parle, pour ce qui est de la circulation pulmonaire, de circulation à basse résistance, alors que la circulation systémique, c'est une circulation à haute résistance. Toujours dans les rappels, j'arrive au transport d'oxygène. Probablement qu'on vous a parlé de ça en physiologie. Le transport d'oxygène, ça veut dire quelle est la quantité d'oxygène qui va être transportée par le sang du centre, c'est-à-dire du cœur, vers la périphérie. Le transport d'oxygène ou la délivrance d'oxygène, parce que c'est la même chose. Donc on mettra soit TO2 transport, soit DO2 délivrance. C'est le débit cardiaque que multiplie le contenu artériel en oxygène. Vous avez dans les artères une quantité d'oxygène à un moment donné. Si vous multipliez ça par le débit cardiaque, vous aurez ce que le sang, en 1 minute, transporte comme oxygène du cœur vers la périphérie. Le débit cardiaque, c'est 5 litres. Le contenu artériel en oxygène, c'est 20 millilitres par 100. Ça vous donne, au final, 600 millilitres par minute et par mètre carré. Chaque minute, 600 millilitres par mètre carré sont transportés du ventricule gauche vers la périphérie. J'imagine que vous comprenez d'où est-ce que le 20 vient, d'où est-ce que le 10 vient. Le 20, ça vient de 1,34 que multiplier SAO2 que multiplier l'hémoglobine, parce que l'oxygène est transporté par l'hémoglobine. Chaque gramme d'hémoglobine contient 1,34 millilitres d'oxygène. C'est ce qu'on appelle le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine. Vous multipliez ça par 100 parce que c'est la saturation normale de l'hémoglobine en oxygène. Et ça vous donne 20 sur la base d'un taux d'hémoglobine à 15. Donc 15 fois 1,34 fois 100%, c'est-à-dire fois 1, égale 20 millilitres par 100. Donc chaque 100 millilitres de sang contiennent 20 millilitres d'oxygène. Vous multipliez ça par le débit, ça vous donne 1000 par minute. Le 10, parce que ce qu'on vient de calculer, c'est par 100 millilitres, alors que le débit cardiaque est multiplié et se rapporte à 1 litre. Et donc on multiplie par 10 et on a ça. Donc, en 1 minute, les ventricules vont envoyer en périphérie 600 millilitres d'oxygène. Mais les 600 millilitres d'oxygène ne vont pas tous être pris par les tissus. Les tissus vont en extraire une petite quantité. Ils vont en extraire ce qu'on appelle l'extraction systémique d'oxygène, ESO2. Il en extrait combien? Il en extrait le quart. Le quart. Il y a 20 millilitres qui arrivent. Il y a 15 millilitres qui repartent et 5 millilitres qui restent à la disposition des tissus. Donc les tissus n'extraient que le quart de ce qui leur arrive comme oxygène. Et comment est-ce qu'on calcule cette extraction systémique d'oxygène? On la calcule en faisant le contenu artériel moins le contenu veineux, c'est-à-dire ce qui repart sur le versant veineux. Toujours la même chose que multiplier l'index cardiaque pour apporter ça à la minute, et on aura 150 millilitres par minute et par mètre carré. C'est le quart des 600, donc 600 divisé par 4, ça nous fait 150. Voici donc ce que
les cellules extraient comme oxygène par minute. Et cette extraction d'oxygène est assimilée à la consommation d'oxygène. Parce que théoriquement, les 150 millilitres par mètre carré qui sont extraits, elles le sont pour qu'ils soient consommés. Ce qui est presque toujours le cas. Sauf si au niveau de la cellule, il y a quelque chose qui va empêcher cet oxygène d'être utilisé et d'être consommé. Ça existe, mais c'est très rare. Et ça va déboucher sur une hypoxie. Parce que quand bien même l'oxygène est extrait mais qui n'est pas consommé, eh ben, il y aura hypoxie tissulaire. On appellera ça une hypoxie cytotoxique. On le verra dans les causes ou les types d'hypoxie. Alors, j'en arrive justement aux hypoxies, parce que je vais commencer par les hypoxies, après ça sera les états de choc. Alors l'hypoxie, on l'a dit tout à l'heure, c'est le déficit d'oxygène au niveau tissulaire. C'est ce qui se passe au niveau des tissus et donc des cellules. Alors, cette hypoxie, si elle advient, elle va avoir pour conséquence une anaérobiose. C'est-à-dire que le métabolisme cellulaire va se faire au milieu anaérobie, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Et quand il y a une anaérobiose, eh bien, il y aura production d'acide lactique. Donc, l'existence d'un acide lactique est le témoin essentiel de l'existence d'une hypoxie tissulaire. Donc, à chaque fois qu'il y a une hypoxie, qu'elle soit d'origine respiratoire ou circulatoire, vous aurez de l'acidose lactique. Normalement, on a un peu de lactate, on a un peu d'acide lactique dans le sang, mais très peu, moins de 2 millimoles par litre. Et quand ça dépasse 2 millimoles par litre, on dit qu'il y a acidose lactique. Et c'est le témoin principal de l'hypoxie tissulaire. L'hypoxémie, elle, c'est différent. C'est le déficit d'oxygène au niveau artériel. Et l'hypoxémie, on les diagnostique en mesurant la pression artérielle ou l'oxygène. Donc quand il y a une diminution de la PaO2, on dit hypoxémie. Et souvent, l'hypoxémie va donner une hypoxie. Je dis souvent parce que ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a des mécanismes d'adaptation, on va en parler tout à l'heure. Donc quand il y a une hypoxémie, il n'y a pas forcément hypoxie. Et s'il y a hypoxie, ce n'est pas forcément parce qu'il y a hypoxémie. Donc c'est pour cela que ce n'est pas la même chose. La PaO2 normale, elle est de 100 millilitres moins 0,3 fois l'âge. Ça veut dire que ça dépend de l'âge aussi. Plus on avance dans l'âge, et plus la petite AO2 baisse. Donc quand on est un adulte jeune, généralement on a 100, 98, 97. Mais à 80 ans, la PaO2 normale n'est plus que de 80 millilitres. 80 millilitres de mercure, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est une pression. Donc, PaO2 normale, 100 mm de mercure, moins 0,3 fois l'âge. Et on parle d'hypoxémie en pathologie quand la PaO2 est inférieure à 80 mm de mercure. Donc, au-delà de 80, on ne parle pas d'hypoxémie. Donc, retenez la définition de l'hypoxémie, parce que ça va tomber à l'examen. On parle d'hypoxémie sévère si la PaO2 est inférieure à 60. Et on verra tout à l'heure pourquoi est-ce que le chiffre 60 est important. Et pourquoi est-ce qu'en deçà de 60, on parle d'hypoxémie sévère? Parce qu'il y a danger. Il y a danger. Donc je vous le disais à l'instant, il est possible qu'on ait une hypoxie sans hypoxémie. Parce qu'il ne suffit pas que de l'oxygène soit dans le sang. Encore faut-il que cet oxygène arrive dans les cellules et que les cellules le consomment, l'utilisent. Et il y a possibilité d'hypoxémie sans hypoxie. On peut avoir 70 mm de mercure de PaO2 sans que les cellules ne souffrent, parce qu'il y a des mécanismes d'adaptation qui font que l'hypoxie tissulaire ne s'installe pas. Alors, pour comprendre les mécanismes de l'hypoxie, il faut connaître les déterminants de l'oxygénation tissulaire. De quoi est-ce que l'oxygénation tissulaire dépend? Elle dépend, bien entendu, de la PaO2, de la quantité d'oxygène dans le sang.
à un moment donné. Mais elle dépend aussi de la qualité du transporteur d'oxygène, parce que l'oxygène est transporté par l'hémoglobine. Et donc, l'oxygénation tissulaire dépend du contenu artériel en oxygène. Si vous avez un taux d'hémoglobine très bas, et bien même si la PaO2 est normale, ben la quantité d'oxygène transportée va être basse, parce que le transporteur, qui est l'hémoglobine, est diminué. Et donc, la qualité de l'oxygénation tissulaire dépend du TaO2, c'est-à-dire du transport d'oxygène. Ça dépend aussi de l'extraction systémique d'oxygène. Beaucoup d'oxygène peut arriver en périphérie, mais il y a des situations où les cellules sont en difficulté pour extraire l'oxygène. C'est ce qu'on a par exemple dans le choc septique. Dans le choc septique, les cellules ont du mal à extraire l'oxygène, pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard. Une fois que l'oxygène est dans la cellule, eh bien, il faut que les mécanismes enzymatiques qui permettent à l'oxygène d'être utilisé soient intacts. Et ce fonctionnement enzymatique peut être compromis par des choses, par une intoxication par exemple. L'intoxication au cyanure, qui est mortelle très vite, presque instantanément, est due au fait que le cyanure intervient sur le P, je ne sais pas, 40, etc. Donc ça intervient au niveau de la cellule elle-même, qui fait que aucun millilitre d'oxygène n'est utilisé par les cellules. Et les cellules meurent, en quelque sorte, d'asphyxie. Et donc toute perturbation de l'un de ces paramètres peut engendrer une hypoxie. Alors quand c'est la diminution de la PaO2 qui est à l'origine d'hypoxie, on va parler d'hypoxie hypoxémique. Quand c'est la diminution du contenu artériel en oxygène, parce qu'il y a un déficit en hémoglobine, parce qu'il y a une anémie, on parlera d'hypoxie anémique. Quand c'est l'extraction systémique qui baisse, quand c'est le transport dans son intégralité qui baisse, parce que le transport dépend du débit cardiaque aussi. Vous imaginez que quand il y a un état de choc avec une diminution du débit cardiaque, eh bien on puisse avoir une hypoxie, on appellera ça une hypoxie circulatoire. Quand c'est un problème d'utilisation de l'oxygène au sein même de la cellule, eh bien on parlera d'hypoxie cytotoxique. L'hypoxie cytotoxique est rare, est exceptionnelle, mais les autres, elles sont communes, parce que les états de choc sont fréquents, parce que les hypoxémies sont fréquentes. Alors, l'hypoxie hypoxémique, ou les hypoxémies,